Bien, nous reprenons et aujourd'hui nous allons concentrer la première partie du séminaire sur les inscriptions de Coultobé, profitant de la présence de Nicolas Sims-Williams, avec qui, ainsi que l'archéologue Alexandre Podouchkine, nous avons plusieurs fois publié ces inscriptions, et qui aura certainement des remarques à faire. Alors, je rappelle donc que cette année, l'examen des sources chinoises se concentre sur la question du Kangqiu dans ses rapports avec le Tchad, c'est-à-dire Tashkent et Samarcande, qui sont donc des formations politiques qui en sont issues. Et les inscriptions de Coultobé nous mettent au cœur de tout ça, puisque c'est au cœur. Coultobé se trouve dans ce qui est probablement le cœur politique du Kangqiu, la vallée de l'Aris. Il est question d'une colonie établie sous la direction d'un général du Tchatch, avec la coopération des chefs et probablement de contingents militaires de Samarcande, de Kesh et de deux autres principautés de Sogdiane. Alors, voilà. Les Coultobé se situent donc ici, dans la vallée de l'Aris, qui est un affluent du Sirdaria, et cette carte que j'emprunte au livre d'Étienne de la Vessière sur les marchands sogdiens montre la situation des principautés sogdiennes à une époque ultérieure où plusieurs autres ont émergé sur la scène politique. Ce sont les principautés sogdiennes dont on parle dans les sources de l'époque Tang, mais on va voir qu'à l'époque de Coultobé, qui est antérieure, il est question de Samarcande, Kesh, Narshab, qui est aujourd'hui donc Karchi, et Boukhara, Kesh étant aujourd'hui Charisabz. Voilà donc en citation liminaire une citation que j'emprunte à Nicolas Sims-Williams dans un article dont on va tout de suite donner la référence, qui vient tout juste de paraître, à propos donc de la question de la principauté du Tchatch, dont la capitale historique attestée à partir du 7e siècle est Tashkent, mais dont il semble que le centre politique aux époques antérieures ait été un peu plus au sud, près du Sirdaria, sur un site archéologique qui s'appelle aujourd'hui Kanka et qui, assez probablement, on va en reparler, a hérité du nom de l'empire Kangqiu. Ah voilà, Coultobé ici, donc le Tchatch centré sur Kanka plutôt que sur Tashkent, ce déplacement vers le nord étant intervenu plus tard, peut-être comme une conséquence du danger posé par la conquête arabe. Et ce qui est important de souligner, c'est que deux principautés en fait ont hérité du nom du Kangqiu, probablement. L'une étant donc le Tchatch avec ce site qui s'appelle toujours Kanka, et l'autre étant Samarcande, qui, à partir du 6e siècle, à partir des sources de l'époque Sui, enfin 6e siècle, se trouve appelée Kang. Alors, Kang ne s'applique pas spécifiquement à la ville de Samarcande, qui s'appelle toujours Samarcande, ou d'après d'autres formes du nom de Sogdian, ou Sogd, ou Samarcande. Quand les sources chinoises parlent du royaume de Kang, il s'agit du royaume dont Samarcande est à la tête. Et il faudra donc trouver une explication
au fait que le nom du Kangkyu a été hérité par ces deux formations politiques, dont l'une au moins, Samarcande, n'était pas dans les limites historiques étroites du Kangkyu, était dans un royaume subordonné. Voilà, donc, pour rappeler donc que dans les inscriptions de Kultobé, il est question de Tchatch et de ces quatre principautés sogdiennes, Samarcande, Kesh, Narshab, Bukhara. Et voilà un choix bibliographique des publications les plus significatives. Au départ, il y a en français, mais il y a déjà, c'était après les premières découvertes, un article donc coécrit par moi-même, Nicolas Sims-Williams et Podouchkine. Podouchkine qui remettait tout cela dans le contexte archéologique général de la région, et ça reste aujourd'hui, en langue occidentale, la référence principale sur l'environnement archéologique de Kultobé, Sims-Williams et moi. Et puis ensuite, les fragments, comme on va voir, il y a des fragments qui n'ont pas arrêté de continuer à apparaître, donc il y a cet article qui vient tout juste de paraître. Alors Notre-Dame, petite chose à corriger, il y a un E à la fin. Voilà. Un volume que nous sommes en train, qui va rassembler vraiment l'ensemble de ce qu'on peut dire, que nous sommes en train de mettre au point avec Sims-Williams, mais ce n'est pas seulement sur les inscriptions de Kultobé, c'est aussi sur les anciennes inscriptions, les anciennes lettres sogdiennes qui sont trouvées donc en Chine et qui datent du début du IVe siècle. Voilà, j'indique cette date de 2023 car c'est celle que nous espérons pour la publication de ce volume. Voilà, donc le dernier article de Sims-Williams vient de paraître dans ce volume, édité par le professeur Minoru Inaba, que nous allons avoir le plaisir d'accueillir ici même pour une conférence le 22 juin, et Déborah Thor. Alors, le rapprochement. J'ai signalé donc que le toponyme, le nom du site archéologique de Kanka peut et probablement être rapproché du nom ancien du Kangkyu. Cette hypothèse a été pour la première fois émise il y a assez longtemps, en 1953, dans un article de l'archéologue Mikhail Masson, qui était un des grands pionniers de l'archéologie en Ouzbékistan. Voilà, il en parle ici. Il explique à quel moment on commence à voir apparaître et mentionner le nom Kanka. Ce nom n'est pas mentionné dans les sources médiévales, hein, mais il semble être toujours attaché à cet endroit. Le premier qui l'a signalé, c'est Barthold, au début du XXe siècle. Et l'intuition de Masson, c'est que ça a un rapport avec le pays du Kangkyu dont parlent les sources chinoises. Bon, je ne traduis pas l'ensemble du passage parce que, disons, cette idée très féconde est combinée par Masson avec toutes sortes de considérations qui sont maintenant un peu obsolètes sur des rapports avec des formes turques, sur le rapport avec des formes qu'on trouve dans l'Avesta. Bon, il y a un peu de tout dans son raisonnement, mais ce qui est important, c'est qu'il avait quand même eu l'intuition que le site de Kanka avait un rapport étroit avec l'ancien nom du Kangkyu. Voilà, donc je reviens donc à cette citation de Sims-Williams qui renvoie à cet article de Masson. Alors, il faut placer maintenant ce site de Kultobé dans son environnement archéologique et géographique immédiat. Ce que nous voyons ici, la vallée, c'est la vallée de l'Aris, qui est un affluent de rive droite du Sirdaria, situé donc, comme je l'ai indiqué au premier cours, dans une zone qui est marquée par une concentration tout à fait remarquable de sites d'époque Kangkyu, généralement funéraires. Alors voilà un exemple de Kurgan Kangkyu.
et de sites également de petits établissements urbains, petites villes, petits établissements urbains ou, enfin, disons, quasi-urbains, parfois fortifiés, parfois non. Ceci est une vue que j'extrais d'un PowerPoint que Podouchkine m'a récemment envoyé. Alors, on voit tous ces sites numérotés ici sont des sites d'époque Kangkyu. Ils ont donné du matériel, ils sont datés par du matériel céramique qu'on peut en gros situer entre le 1er siècle avant notre ère et le 4e de notre ère, c'est-à-dire l'époque précisément où les Chinois sont en rapport avec le Kangkyu. Alors Kultobe est ici. C'est un site en fait qui, enfin, curieusement, par rapport à d'autres, il n'est pas particulièrement important. Il y a une citadelle, enfin je vais être amené à en reparler, qui devait être là, qui a été complètement emportée par les eaux. Et c'est sans doute de là, en fait, que là où étaient exposées sur les murs les inscriptions, mais on les a retrouvées non pas en place, mais dans l'alluvionnement. Et puis, un petit site, un petit établissement dont on sait maintenant qu'il avait son propre rempart. Voilà. Mais ce n'est vraiment pas le plus grand. Il y a une chaîne d'établissements qu'on peut probablement tous faire remonter à cette phase de colonisation par rapport dirigée par les principautés du sud de la Sogdiane. Cette chaîne va le long de la rivière de l'Aris. En fait, le site principal n'est pas Kultobe, c'est Karaspan qui est ici. Alors, peut-être, ce n'est pas vraiment la même époque. Il se pourrait qu'il y ait eu plusieurs moments où les Sogdiens sont intervenus dans cette zone. En tout cas, Karaspan est un site plus ambitieux, vous voyez, parce qu'il est protégé du côté sud par un long mur demi-circulaire qui s'appuie sur la vallée. Et ça, c'est important, parce que ça montre que les colonisateurs ne craignaient pas seulement des attaques par le nord, qu'ils pouvaient aussi craindre des attaques par le sud. Et puis, cette chaîne de sites le long de la rivière de l'Aris s'étend en aval jusqu'au Sirdaria. Et en fait, le seul site qui a prospéré, qui est devenu une grande ville, qui existait jusqu'à l'époque médiévale assez tardive, c'est Otrar, le plus près du Sirdaria. Otrar est mentionné dans les textes sogdiens comme sous son nom de Tarvand, et on sait, pour l'anecdote, c'est la ville par laquelle Gengis Khan est entré en Transoxiane, et c'est aussi la ville où Tamerlan est mort en tentant une expédition vers la Chine. Alors, donc, ces inscriptions ont commencé. Alors, voilà, un choix d'inscription. Mais il faut savoir qu'au total, actuellement, on en est à 24 fragments. Certains, rarement, qui sont complets. D'ailleurs, on n'en voit pas ici, on va en voir après. Et d'autres qui sont incomplets. Et l'édition de texte que nous proposons maintenant est fondée sur une prise en compte exhaustive de tous les fragments. Il faut savoir que tout fragment, même petit, est intéressant pour nous parce que c'est quand même c'est difficile à lire, à deux titres. C'est une forme de langue et d'écriture sogdienne qui est très archaïque, qui n'a pas beaucoup de points de comparaison avec ce que nous connaissons. Et donc, simplement établir la valeur de la forme individuelle des lettres n'est pas facile. Et en plus c'est parfois très mal gravé. Très mal gravé. C'est tout de même extrêmement curieux. On a la forme il s'agit de dalles, enfin disons de briques cuites et qui ont été gravées avant cuisson. Il y a deux types. Pour une des versions du texte, c'est assez long, ça fait à peu près 30 cm de long, et ce sont des briques un petit peu arquées, alors essayez de comprendre pourquoi. Et puis, pour l'autre version du texte, c'est plus petit.
Pourquoi est-ce qu'on a 24 fragments dont chacun appartenait à une brique différente, ça on en est sûr, alors qu'on n'a que 2 textes, peut-être 3 maintenant. Effectivement, il y aurait peut-être le texte 2 qui aurait un texte 2 bis, avec une rédaction un peu différente. Ça demande quand même à être expliqué. On va voir tout de suite les raisonnements qu'on peut faire sur l'emplacement originel de ces plaques. J'en viens à penser que toutes n'étaient pas exposées et que, tout simplement, il y a peut-être eu... les potiers, parce que c'était des potiers, c'était cuit dans des fours de potiers, et les scribes que les Sogdiens avaient pu amener sur place n'étaient pas très expérimentés dans ce genre d'épigraphie et qu'il y a eu beaucoup de déchets. J'ai tendance maintenant à penser ça, que tout simplement un certain nombre de ces inscriptions n'ont jamais été utilisées parce qu'elles n'ont pas passé l'examen final et qu'on n'a retenu que celle qui était le mieux gravée. Alors, on a un parallèle assez intéressant et qui est à peu près contemporain de ces inscriptions. Enfin, la question de la date est très épineuse, on va être amené à en reparler, mais enfin, disons, au milieu du IIe siècle de notre ère, on a quand même le cas des inscriptions sur pierre du grand temple couchant de Surcotal. Et la grande inscription de restauration, parce que c'est une inscription de restauration, qui a donc été trouvée, aucune n'a été trouvée en place. La grande inscription de restauration est en fait en 3 versions. Et on s'aperçoit qu'il y a une version qui est monolithe, qui a dû être la version de référence. C'est celle qu'on a exposée près de l'escalier. On ne peut pas vraiment dire où. Mais il y a 2 autres versions qui étaient gravées sur des pierres qui avaient été assemblées, qu'on a trouvées en fait réutilisées dans un puits, dans la maçonnerie d'un puits, et on constate que ces versions B et C de Surcotal sont moins bonnes, comportent des fautes orthographiques, visiblement, ce sont des essais. Donc, cette idée que pour une épigraphie qui avait toujours un caractère exceptionnel, pas du tout comme l'épigraphie grecque et romaine, le niveau technique n'était peut-être pas adéquat et on faisait beaucoup d'essais, il y avait beaucoup de ratés avant que finalement on retienne ce qu'on devait exposer. Alors, vous voyez, ça ne simplifie pas la tâche. Voilà les endroits où on a trouvé les fragments. Bien, alors, ça, c'est la situation jusque, je crois, en 2007, quand nous avons présenté notre communication à l'Académie. Et puis, entre-temps, on a reçu des compléments. Ça, c'est en fait une inscription qui a été trouvée la première. Ça, c'est ce qui a été trouvé plus récemment. Bon, en gros, ce qu'on voit, là, voilà la petite ville fortifiée qu'on appelle donc le Ribat. Okay, on l'appelle le Ribat. C'est le terme qu'emploie Podouchkine. En fait, on devrait dire Charistan. Le terme consacré par les archéologues de l'Asie centrale, c'est plutôt Charistan, c'est la ville fortifiée, mais qui n'est pas la citadelle. Et la citadelle devait être là. Il ne reste qu'un petit moignon, un petit tronçon. Et on voit que la quasi-totalité des fragments ont été trouvés dans la rivière, ou près de la rivière, qui a méandré, et c'est en aval. Vous voyez, la rivière aujourd'hui, elle coule là. Donc visiblement, elle ne coule pas à son emplacement primitif, qui devait être plus à gauche, s'il y avait la citadelle. Puis à un certain moment, elle a coulé ici, et vraisemblablement, les murs de la citadelle ont été lavés, ont été délités dans la rivière, et les fragments se sont retrouvés dans la boue, emmenés plus loin. Alors, ce n'est pas le cas de tous les fragments. Certains ont été trouvés, réutilisés anciennement,
alors comme aiguisoire ou bien comme morceau d'un mur. Voilà. Alors voilà ici donc voilà la citadelle, ce qui en reste, et voilà ceux qui ont été trouvés dans le Charestan, hein, en réutilisation secondaire. Et puis il y en a un, le premier d'ailleurs qui avait été trouvé, qui a été trouvé dans un site un peu plus loin. Bon. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que, quel que soit le nombre de plaques effectives qu'on avait vraiment utilisées, c'est qu'elles étaient elles étaient aux portes de la citadelle. Parce que les inscriptions commençant par le mot « cette ville », ça indique qu'elles sont affichées à un endroit assez stratégique. Alors, il se peut aussi, maintenant qu'on sait que la ville basse était aussi fortifiée, il se peut que certaines aient été à des portes de la ville basse. Alors, tout de suite, avant de venir au contenu du texte, voilà donc les deux principales variantes. Hein. Ce qu'on appelle le texte 2, le texte 1. Mais en fait, maintenant, on sait que c'est le texte 2. D'après le contenu, il vient après ce texte-là, qui est qu'on appelle le texte 2, mais qui est en fait le plus ancien. Alors, ici, on a affaire à vous voyez, des briques qui sont légèrement incurvées, et d'où l'idée que ça aurait pu garnir l'arche de porte fortifiée. Alors, pas dans ce sens-là, non, en fait, ce serait des claveaux. C'est-à-dire qu'on les aurait... vous voyez, ici, c'est trapézoïdal, en fait. Donc, on pourrait supposer qu'elles étaient mises peut-être à la clé de voûte, n'est-ce pas, en position peut-être verticale. Bon, on sait qu'un texte sogdien, ça peut se lire aussi bien horizontalement que verticalement. Donc, elles auraient pu être utilisées comme claveaux. Oui. Et celles-là sont sur des briques bien assez régulièrement rectangulaires, donc elles auraient pu être un peu ou n'importe où dans la maçonnerie du mur. Hein. Et donc peut-être même après que le mur ait été construit. Si mon hypothèse est exacte avec l'histoire des claveaux, ces inscriptions sont contemporaines de la construction du rempart. Hein. Ici, ça peut être postérieur. Et ça irait assez bien avec la manière dont nous comprenons maintenant le contenu. Alors, il faut savoir que d'une édition à l'autre, Nicholas Sims Williams est amené à changer ou compléter la lecture de certains mots d'après les nouveaux fragments qui apparaissent. Et ce n'est pas fini, l'aventure n'est pas finie, parce que nous pensions il y a 2 ans, Podouchkine nous avait annoncé qu'il cessait les fouilles sur le site, mais là, aux dernières nouvelles, il les a reprises. Et chaque année, il nous envoie des nouvelles photos. Et chaque année, ça nous amène à corriger un peu l'interprétation. Je dirais que par rapport à l'état de la question que nous avons présentée en 2007, ces modifications sont quand même assez marginales. Alors, que dit cette inscription que nous pensons maintenant être la plus ancienne? Cette ville a été bâtie par le fils du chef du peuple du Tchatch, Tchatchan Nafch. Donc, Tchatchan, c'est les gens du Tchatch. Naf, c'est le peuple, mais en tant que corps constitué. Hein, peut-être l'Assemblée des Anciens. C'est toute une question qu'on va être amené à réaborder plus tard. Tche, suffixe de dérivation. Donc, celui qui serait le chef du peuple du Tchatch, qui s'appelle Spasny. Il est allé ici quand, et là c'est lacunaire, et là on lit le mot a été tué. Alors qui a été tué? Un gentil, un méchant, c'est pas possible de savoir. Le représentant du peuple du Tchatch, donc c'est comme ça que nous comprenons la séquence Naf, Halik. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Il y a des mots qui s'écrivent en minuscules et des mots qui s'écrivent en majuscules. C'est
les subtilités de la graphie sogdienne. Le représentant du peuple du Tchatch, entre parenthèses, puisque nous supposons que c'est lui, le représentant des nomades, les gens de la tente, le lord, c'est le seigneur, c'est pas roi, hein, c'est un titre, c'est pas le titre, l'idéogramme qu'il représente, c'est pas l'idéogramme Malka, roi, c'est un titre plus bas, le seigneur de Samarcande, le seigneur de Kesh, le seigneur de Narshab, le seigneur de Nawak Methan. Nous savons que c'est un des noms anciens de Boukhara. Donc, ça correspond à la carte qu'on a vue tout à l'heure. On prit tout le trésor. Et le représentatif du peuple de... voilà, mais on n'arrive pas à lire, peut-être a pris une part pour ses propres parents. Voilà ce qu'on lit. Alors, tout de suite, une incise. Pourquoi est-ce qu'il y a des mots en minuscules? Pourquoi est-ce qu'il y a des mots en majuscules? C'est comme toutes les langues moyennes iraniennes, à part le bactrien, non, et pas celle non plus, pas le khotanais qui s'écrit en alphabet indien, la transcription des mots sogdiens est parfois phonétique. Hein, ça correspond vraiment à la forme sogdienne, spavni, donc c'est le nom du personnage. Mais alors, ce qui nous a trompés dans les premières éditions, c'est que ce nom veut dire général. Donc, on a au début traduit le général du peuple. Puis après, on s'est aperçu qu'en fait, l'auteur de l'inscription a pris la peine de préciser le nommer Spasni, pour qu'on ne confonde pas, pour qu'on sache que c'était bien son nom. Bien. Alors, il y a des mots qui s'écrivent donc en sogdien phonétique. Et puis, pour certains mots, parfois, en fait souvent les plus usuels, les scribes sogdiens avaient gardé l'habitude d'écrire les mots en fait en araméen, qui n'est pas du tout une langue de la même famille, une langue sémitique. On a ça aussi avec le Pélévi écrit en Iran. Donc, il faut savoir que ces mots ne s'écrivaient pas dans la langue où ils étaient prononcés. Voilà. Donc, par exemple, a été tué, hein, ce serait quelque chose comme Ozad en sogdien, mais ce qui est écrit, c'est Qatl, c'est la racine Qatl qui veut dire tuer en langue sémitique. Bien. Complété par la désinence nominale ou verbale est complétée en clair. C'est maintenant des choses très bien établies. Alors, vous voyez, par exemple, ce titre qui veut dire le Seigneur, hein, Mrai, en fait, en sogdien, ça ne se prononçait pas comme ça. C'est probablement soit Var, soit Afshin. Non, Rouf, peut-être Afshin. C'est en tout cas pas Mrai qui est un mot sémitique. C'est Mar, qu'on trouve en syriaque, par exemple. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui explique. Alors, il se trouve que dans la variante de la langue sogdienne qu'on a à Koultobé, la présence de ces mots écrits en araméen, qu'on appelle donc nous des idéogrammes, est plus abondante que dans les textes sogdiens habituellement connus. Ce qui est évidemment un indice d'archaïsme. Bien. Alors, voilà l'inscription numéro 1. L'inscription la plus ancienne. La plus récente et plus brève, elle dit tout simple, elle dit cette ville appartient à Spasni, chef du peuple du Tchatch, en personne. Donc, la situation qui apparaît maintenant est relativement claire. La conquête et la construction de cette ville, enfin la conquête, disons, la campagne militaire, parce qu'on ne dit pas qui étaient les ennemis, hein. Y a quelqu'un qui a été tué, alors forcément on s'est battu, mais on ne dit pas qui étaient les ennemis. On a pensé au début avec Nicolas que c'était les nomades, ça s'appliquait aux ennemis, et que l'inscription marquait, commémorait une délimitation de terre, mais on voit maintenant que les nomades, enfin certains nomades, sont du côté de l'armée conquérante, puisqu'ils participent au butin.
Alors là, bon, il va falloir évidemment trouver une explication à tout ça. Donc ici, la ville a été bâtie par le fils du chef du peuple du Tchatch, et ce fils lui-même s'appelle donc Spasny. Le nom de son père n'est pas mentionné. Il agit donc au nom de son père, et c'est lui qui, certainement, commandait le corps expéditionnaire qui réunissait à la fois des nomades et aussi des gens venus des principautés du Sud. Bon, ils ont pris le trésor. Alors, comment comprendre cette histoire de trésor? Ça peut s'appliquer, parfois, Ganj, ça peut vouloir dire arsenal, ça peut s'appliquer en fait à une ville, mais bon, nous pensons plutôt qu'il s'agit tout simplement du butin. Bien. Alors, et dans un deuxième stade, la ville appartient à Spasny, qui est devenu chef du peuple du Tchatch. Le fils du chef est devenu lui-même le chef. Donc, vraisemblablement, il a succédé à son père, et dans une phase ultérieure, il affirme son droit de propriété sur cette ville qu'il avait fondée à l'époque où il n'était pas encore sur le trône. Voilà comment actuellement nous comprenons la situation. Alors, voilà. La question, évidemment, non résolue, c'est la date de tout cela. Parce que, donc, l'inscription ne comporte pas de date dans aucune ère connue. Hein. Le contexte archéologique, comme je l'ai dit, ce sont des contextes toujours secondaires. Hein. Ces inscriptions ont été trouvées dans des contextes perturbés ou ultérieurs. Et la datation archéologique de la ville elle-même, qui aurait pu, si elle était connue, nous donner la datation des inscriptions, elle est très approximative. Le matériel qu'on trouve, du matériel céramique qu'on trouve, Podouchkine ne peut pas actuellement le dater plus précisément que 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle. Ce sont des formes céramiques qui bougent très peu. C'est celles qu'on trouve aussi dans les tombes des nomades tout autour. On ne peut pas dater plus précisément. Alors les monnaies en fait, on a trouvé une monnaie en association avec une inscription réutilisée dans une maison. Alors, bon, on s'est beaucoup excité au début parce que c'est une monnaie Kushan de Vimataktu, le deuxième souverain couchant, que maintenant on s'accorde plus ou moins à placer à la fin du 1er siècle avant notre ère. Donc Podouchkine a pensé que c'était un argument pour une datation haute des inscriptions. Mais en fait, non, parce que les monnaies de ce souverain couchant, donc Vimataktu, autrement qui sur ces monnaies s'intitule Sotermégas en grec, le grand sauveur, ont circulé très tard en Sogdiane. On en a à la citadelle de Penjikent. On en a une à la citadelle de Penjikent, qui ne date pas d'avant le 5e siècle. Et la monnaie qui a été trouvée en association avec une inscription dans une maison, il lui manquait un quart, elle était coupée à un bout. Donc, ça montre qu'elle avait été réintégrée au système monétaire sogdien. Donc, évidemment, la date de circulation et d'enfouissement de cette monnaie n'est pas sa date d'émission. Donc, en fait, ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, il y a le critère, comme je l'ai dit. Maintenant, on n'a plus actuellement que le critère relatif, c'est-à-dire ce qu'on peut estimer sur l'ancienneté de la langue et l'ancienneté de la graphie. Alors, le point, ce sont donc, en amont, on n'a rien, ce sont les plus anciennes inscriptions sogdiennes connues, à part peut-être quelques légendes sur des monnaies de Samarcande et peut-être un graffiti gravé sur une poterie à Samarcande, on n'a rien de plus ancien. En aval, on a ce qui était avant considéré comme les inscriptions sogdiennes les plus anciennes, c'est-à-dire les monnaies, les anciennes lettres de Dunhuang, que j'ai été amené à commenter plusieurs fois dans mon cours, des lettres de marchands
sogdiens, certains de Samarcande, qui devaient être expédiés dans divers endroits, et puis finalement ça s'est retrouvé dans une tour, probablement confisquée par la douane chinoise, et Orenstein les a retrouvés en 1907. C'est ce qu'on avait avant de plus ancien. C'est un dossier riche, hein, les anciennes lettres, et ça va faire la plus grande partie du volume anciennes inscriptions et documents sogdiens que nous publions avec Sims-Williams. Et ces inscriptions, on le sait maintenant, datent de 313-314 de notre ère. Et ce qu'on peut dire, c'est que linguistiquement et épigraphiquement, les inscriptions de Koultobé sont beaucoup plus anciennes. Beaucoup plus anciennes, mais ça ne veut pas forcément dire beaucoup plus anciennes par la date. Parce que des réformes orthographiques et scribales, ça peut s'introduire vite. Ça peut être un phénomène assez soudain. Alors, on a un autre point de comparaison, ce sont les monnaies justement du Tchatch, qui sont en fait... le Tchatch a été la première principauté Kangkyu à émettre son propre monnayage. On a une série très riche de monnaies qui a été publiée par nos collègues Chagalov et Kuznetsov à Tachkent, et sur lesquels notre collègue Yutaka Yoshida est en train de retravailler. Et puis Nicolas Sims-Williams a aussi apporté des contributions à certains déchiffrements. Ces monnaies comportent des légendes qui rappellent beaucoup ce qu'on a sur l'inscription de Koultobé, puisqu'on retrouve Tchatchan Nafch. Bon, voilà, le même mot. Mais il est écrit dans une écriture beaucoup plus évoluée. Voilà, ça n'est plus l'écriture de Koultobé. Alors, comment dater ces monnaies? Actuellement, la tendance est plutôt de les dater de la deuxième moitié du IIIe siècle. On dit que ça ressemble, il y a des points de ressemblance avec les monnaies sassanides de Shapur Ier. Je ne suis pas complètement persuadé. Au départ, certains numismates les avaient plutôt datés du Ve siècle. Voilà. Donc, on a là un critère qui, je dirais, doublement n'est pas très très sûr. Parce que la date de ces monnaies, elle n'est pas vraiment fixée. Et par ailleurs, on peut proposer des schémas d'explication qui pourraient rendre compte de la différence graphique entre les inscriptions de Koultobé et celles des monnaies, même si elles ne sont pas très éloignées dans le temps. On pourrait par exemple supposer que les scribes amenés par le chef du Tchatch au moment de la conquête venaient donc du Tchatch et que c'était des scribes peut-être routiniers qui avaient gardé des vieilles habitudes d'écriture et un peu plus tard, le Tchatch, ayant monté d'un cran culturellement, aurait intégré de nouvelles habitudes orthographiques mises au point par la chancellerie de Samarcande. On pourrait très bien supposer ça. Il n'y a pas de raison vraiment majeure. Alors, bon, donc disons qu'actuellement, on est quand même dans le brouillard. Alors, il y aurait un critère qui résoudrait la question. Ça s'appelle la thermoluminescence. C'est une technique utilisée par les archéologues qui permet, c'est même plus précis que le carbone 14, quand pour toute poterie ou toute brique cuite, les isotopes, enfin bon, je vous passe, s'orientent d'une certaine façon. Ça permet d'obtenir, par rapport à l'évolution du rayonnement solaire, ça permet d'obtenir, non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, en gros, c'est quand même un critère astronomique. Étienne pourra intervenir là-dessus. Ça permet, on a maintenant des échelles, des modèles chronologiques assez précis. On sait maintenant. Or, cette technique est accessible, par exemple, à nos collègues de l'Ermitage. Elle a permis récemment de faire justice d'œuvres d'art très impressionnantes exposées dans les galeries de l'Ermitage. C'était des statuettes de Khotan supposées du 7e siècle, représentant le roi maléfique iranien Zahak, qui se nourrissait, qui avait des serpents sur les épaules, lesquels se nourrissaient de la cervelle de ses ennemis.
c'est une extraordinaire statue, Zaha, qui est totalement monstrueux, il y a les serpents, etc. C'est exposé jusqu'à très récemment, y compris dans des expositions internationales. J'en ai parlé dans des articles, comme d'un objet authentique, etc. Oui, alors depuis, ils ont fait la thermoluminescence, fin 19e siècle. C'est l'époque où sévit à Khotan un faussaire qui s'appelle Islam Haroun, qui avait toute une équipe avec lui et qui était un génie, hein, qui a fabriqué des documents écrits dans une langue complètement inconnue qui, à l'époque, ont trompé les plus grands sanskritistes. Alors maintenant, on sait que l'atelier Islam Haroun fabriquait aussi des terres cuites. Bon, voilà, donc la thermoluminescence, ça marche très bien. C'est accessible à nos collègues de Saint-Pétersbourg. Est-ce que ça l'est à Podouchkine, au Kazakhstan? Je lui ai posé la question. Il m'a écrit qu'il allait me répondre tout de suite dès qu'il rentre de sa mission, la semaine prochaine. Donc, voilà, il y a quand même de l'espoir. Alors, avant de... Je vais passer la parole dans un instant à Nicolas Sims-Williams et à Étienne de la Vessière. Je dirais, pour terminer cette question chronologique, que bon, c'est évidemment vital pour trouver une interprétation, un modèle historique pour l'arrivée de cette coalition sogdienne et la construction de cette colonie. Alors, le problème qui se pose, c'est que, comme je l'ai dit, on est au cœur même de ce qu'on considère aujourd'hui comme le noyau politique de l'empire Kangyu. Alors, comment s'en sortir? Yatsenko, l'hypothèse de Yatsenko, c'est que ces inscriptions se situent en fait vraiment très haut dans le schéma chronologique possible, c'est-à-dire se situerait peut-être au début du 1er siècle de notre ère, ce qui du point de vue épigraphique n'est pas impossible, et que la raison, ça correspondrait à un moment où l'empire Kangyu est encore en formation, n'a pas encore absorbé ou soumis les principautés sogdiennes du Sud, et que par conséquent, ces principautés sont capables d'intervenir très activement sur son territoire. C'est quand même extrêmement problématique parce que, à ce moment-là, ça contredit complètement l'affirmation du Hanshu, selon laquelle, à une date forcément antérieure à 25 après Jésus-Christ, probablement, disons, dans le courant du 1er siècle avant, la Sogdiane, Soussié, est soumise au Kangyu. Bon, là, il y a vraiment une contradiction. Alors, l'autre manière de résoudre le problème, c'est de dire, bon, si ce n'est pas avant la puissance du Kangyu, c'est peut-être après. Alors maintenant, de quand dater le début du délitement du Kangyu? Normalement, on avait plutôt tendance à considérer que les choses commençaient vraiment à aller mal à partir du IVe siècle. Bon. Là, ça nous mettrait vraiment très tard pour les inscriptions de Kultobé, c'est pas possible. Alors, pourquoi pas le début du IIIe siècle? Bon, ça paraît pas impossible, pour plusieurs raisons. Nous savons par le Huanshu que, non, une autre source, que un certain moment avant 230, ce sont les ambassadeurs des Kushans qui expliquent ça aux Chinois, une principauté, un royaume vassal qui se trouvait sur le bas Sirdaria, le royaume de Yensai, donc les Alains, s'est émancipé, n'est plus sujet du Kangyu. Alors, est-ce que ce serait eux qui, remontant le Sirdaria, auraient causé un danger au cœur même de l'Empire, ce qui aurait obligé à faire appel aux principautés sogdiennes du Sud? Ça rejoindrait assez bien les nouvelles découvertes qui se font dans l'oasis de Bukhara, avec la mission franco-ouzbek de Rocco Ranté et Jamal Mirza Ahmedov, qui ont l'air d'indiquer que
on a des indices nets d'intrusion nomade dans l'oasis de Boukhara dès le IIIe siècle. Ça, c'est un schéma possible. Un autre schéma envisageable, c'est qu'on serait dans une situation de, disons, non pas d'invasion extérieure, mais de délitement interne, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une rébellion, peut-être une querelle de succession, une guerre civile, au cœur même du Kangkyu, qui aurait obligé un des camps en présence à se trouver des alliés dans les principautés vassales du Sud. Voilà. En tout état de cause, c'est tout ce qu'on peut dire maintenant, hein, à moins que Nicolas ou Étienne aient quelque chose de précis à ajouter à ce sujet. Je dirais, l'espoir, nous accrochons, tous les espoirs s'accrochent à ce que pourrait donner la thermoluminescence qui réglerait vraiment la question. Voilà, donc il reste, avant de passer la parole à Chao Zhong, on a un peu de temps, qui veut intervenir? Bon, je pense que Nicolas et Étienne le souhaiteraient. Nicolas, you can speak English if you prefer. I prefer, yes. Yeah, excuse me, everyone, for speaking English. My French is not good enough to talk extempore in French. So let me just say a few words. Thank you very much, Franz, for inviting me to say a few words. And I'm not really prepared for this. I hadn't expected to, so I haven't anything formally prepared. But just a few words from my point of view as a mere philologist. I'm not a historian, I'm not an archaeologist, and so all I can comment on is in connection with the actual meaning of the written text. So first of all, about these coins, the readings given here are very close to being correct, I think, but there's just one letter, the very last letter of the inscription as it's shown at the bottom there. The last letter is almost certainly not a letter B, beta, but the letter R. And so this is not the word chuv, meaning Lord, the word which may perhaps lie behind the ideogram spelt Marai that we saw in the Kultobe inscriptions, the Lord or the Seigneur of the particular place. This is just part of the name, Wanwan Hor, which means victorious sun, that is soleil, that kind of sun. And that is a very typical kind of name, and that's the name of the man. So he's not actually called a ruler. This is the point I think that is worth mentioning. Just as in the Kultobe inscriptions, the word Chachan Nafch, meaning belonging to the person someone belonging to the people of charge, right? It doesn't actually contain a word meaning ruler. So one could imagine, if one chooses, that this is a designation of someone who is regarded more as an elected representative, for instance. He's not a king, certainly, and not even necessarily a lord who has inherited his title from his father and grandfather. However, if we go back to the Kultobe inscriptions? Long version. Yeah, this one. So, as Franz Grenet has explained, it's very possible that the two inscriptions are related in the way that the city was first founded by the son of the leader of the people of Charch, acting, as it were, on his father's behalf, and then later he inherited the title. And the other shorter inscription would be the later one in which he himself claims the city as his property. That's very possible. But what I want to, what is it? Let me try and remember what it is I want to say about this. The first thing is, of course, that as you've heard, many fragments were found and many attempts were made to reconstruct the text from fragments before we had a complete text. And in particular, I would like to make it clear that the article by myself, which has just been published perhaps a week ago, is by no means the most recent word on the matter, because it dates from a lecture given many years ago, and although it was slightly updated before it was published,
it isn't the most recent, actually the most recent version. So the text, so the text you had a moment ago on the screen is actually not the text that's in that article published last week, but it's a more recent one. In particular, the end of the inscription can now be read slightly better from more recently discovered fragments. So that I want to point out, that don't imagine that the most recent publication is actually the latest word on the subject. The latest word will be here. Sorry? The latest word, provisional, will be here. Yeah. Okay. And can we go back to the main text, the long text? Here. Yeah, this one. You'll see there are a lot of square brackets, and in principle the square brackets mean the text that is not that is restored and not actually on the object. But if in this case that is the correct reading of one particular fragment, which is not complete, but all the words that are in the square brackets as restored, they are on one or another of the text, of the fragments of this text, of which there are about 10, I think, now at least. 10 copies, partial copies of this same text. And the last thing I wanted to say about it, because I think this hasn't been mentioned yet, is that the list of cities whose lords were in some way involved in this operation, the list of the cities is not always in the same order. Here you see the list with the name of Samarkand first, but it's not always Samarkand first. Because we have fragments, we're not sure how many different versions, how many variants of this text there are, but I think at least one of them begins with the name of the city Nakhshab. If I remember rightly, Nakhshab comes first. We can't be sure about the order of all the others, and it's even possible that there were versions of this text in which all of the cities were given the first place. It could have been a deliberate policy to give equal status to the cities. For instance, we cannot be sure that is so because we don't have enough copies to know that. It's also possible that the scribe simply made a mistake in putting down the text with this very repetitive formula: the lord of such and such a city, the lord of such and such a city. He simply didn't always put them in the correct order. There are many possibilities here, but at any rate, it's definitely worth noting that the different fragments show at least two different orders of the cities. I think that's all I need to say. Thank you, Nick. Okay, so just let me continue what I said until yesterday. So I think when I closed my speech yesterday, first, Franz, you asked something about Turfan, but I was too tired, so I did not hear the question very well. So after then, I asked you you mentioned about Turfan, and that you said it's about a Kushan invasion into Turfan, or a little earlier. An attempt of Kushan invasion together with Kangqiu. And eventually the Chinese persuaded the Kushans to withdraw. Yeah, somehow like that. So actually, I think I know what you mean. So I think, as you know, that Harry Fark wrote an article about Five Yabgu of Gangju. And in that paper, yes, he just used Hill's book and tried to verify that date as in 76 CE, because in the Chinese text, it is described rather roughly and obscurely that, okay, I just said, state this paragraph that in page 6 of Harry's paper, in the section, the fallout of the Kushans with China, because I'm his translator, sorry. So the Hou Hanshu states that before 88 CE, and in some time at the beginning of a campaign, the Yuezhi helped China subdue Turfan. Is that you mean? The Kangqiu is involved. I have read through Yatsenko, so I don't know. I have not had time to go through Yatsenko. Was quoting,
the UHC could help China subdue Turfan because originally at the beginning of the campaign, the UHC were acting together with Kang Q. I think that is another event. They changed side. So my point was just to show how far the Kang Q was able to intervene in the East. Anyway, just let me finish this little paragraph. So, as his translator, I already indicated that this year was somehow identified by Hill in 76, but yes, but already Yu Taishan made the same assumption and date it to the same year. So, as his translator, I already put this clarification in my translator's preface that actually Harry just skipped many papers in Chinese, in Japanese, and English, and I have his consent in French also, that, well, it is not enough, yes, but anyway, this year is safe. So I think next time I will somehow review about this event, although I have described briefly when I gave a talk here, and also in the next week I just went to London and talk again in front of Nicholas. So just let me go back to what I talked about yesterday. I just cut the entry of Kangju in Tongdian in 3 parts. So first, a mixture of Hanshu and Jingshu about the state of Kangju, and it is bridged by a passage of Church from the Weishu, and then it is a mixture, well, mainly a patchwork of Suishu and other later works about Samarkand. And if we compare with the text 5 on Sogdiana, we see how different it is. That from the color, you see that the entry on Sogdiana, the Sui in Tongdian is mainly on Hou Hanshu, but it is not the case for the entry on Kangju, right? And then I keep to explain, but I said that yesterday this slide was just made in 5 minutes. So I just suddenly lost my mind before 1 minute leave my door that I said here there's no Khotan, but actually Khotan is number 2, as you see from the list. And I said that, okay, the Khotan is, number 1, the Jumi is Dandan Uglik. This is based on the a theory of a Japanese scholar and confirmed by Nagasawa of Waseda University. So it is the theory basically adopted by Yu Taishan and many other Chinese colleagues. So although, well, let's first answer a question from a lady here in the hall yesterday that she is interesting about the Daqing. So here I just explain very briefly that Daqing just means a great Qing, and Qing is the name of dynasty before the 2nd century CE, and the life is very short, but somehow the Roman Empire was called Daqing and somehow perceived by ancient Chinese educated people as a kind of utopia. But this is a very famous topic, and I won't go that in this. Anyway, it was a topic already treated by German sinologists here, as well as a Japanese scholar, Shiratori. So, and next, if you want more reference, please just go to Yu Taishan's English book. And then, yes, as I said, I first indicate the phenomenon of no kucha in 2018 in front of both of you, actually both of you three, all of you three. And then yesterday I indicated that it is strange that from number 14 to 16, all these 3, Sui, Sogdiana, and Yan Cai RC, are described as being subject to Kangju, but there is no entry of Kangju here in the whole chapter about Western region in the Hou Hanshu. And I made assumption that maybe Fan Ye just had too much information to digest, and until his death, he was unable to finish his chapter, right? So this is safe. And I made a wrong mistake, like this, there's no Khotan. Actually, no, Khotan is number 2. Then
after I realized this error after this lecture, and returned to home to read the whole chapter again, I found why I made this error, because when I just go through to the entry of Shaju, I was suddenly overwhelmed by so much history about Khotan in the entry on Yarkand. And so I said, okay, the entry of Khotan was just absorbed into Yarkand. But if we look at the whole chapter, actually in the number 2 on Khotan, there is also another abundant mixture of relations among Khotan, Dandan Ulik, and Yarkand. That would mean that Fan Ye was initially very ambitious to write a kind of entry that could, wrote a history on the view of every state, and maybe it is not just his ambition. This is what he has accepted. Maybe already it is such a kind of trend in Banyong's report, or later, we don't know. But anyway, that is what left us. And also, if we read the entry on Shula Kashgar, it is also a phrase concerning the relation between Kashgar and Kucha. And add one phrase, please see biography of Ban Chao. And indeed, we see that in the biography of Ban Chao, there is a very complicated, very informative statement about how all the Oasis states were interacted themselves with China, with Xiongnu, and other powers. So, just give you a very simple impression that the pink star on the upper right of this map was supposed to be the seat of the Protectorate General. But I don't just go in depth about their interaction today, I just drop that. But anyway, just give you again an impression, because there are only someone yesterday asked me to give more about the geographical information about these various states. So I just made this map before I leave my studio today. So this is the problem. If I count the entry of the Western countries in the chapter about Western regions in Houhan Shu, and I think that is 20, and the number 20 actually include 6 small states or more in the north of Tian Shan. So that means that would be here, from here to here, outside the scope. And then basically the numbers 3 or 4, although maybe there are some debates on where they are, basically they are here, more in a more mountainous area. And however, all the other countries except for this are basically outside the Tarim Basin, and what you can see in this chapter are just these. So actually, there is no detailed account about Lowland. I mean, no number of households or so, and also no Qiuci and others, only this place. That's what I mean, that why I think Fan Ye did not complete his work, because, well, it's just not complete. So maybe now you see this Dandan Ulik. If Nagasawa theory is correct, then our number 1 is here, and here's Khotan, Yarkand, Kashgar, and this is, although this position could be a little bit imprecise, but this is where the seat of Protectorate General situated between Yanqi and Kucha. So, okay. So I mean, finally, just if in Hanshu, if we want such a entire and very complete list about all the oasis states around Tarim Basin, we should see, I mean, in Houhan Shu, that it should give Kucha with such a population, household, or good soldiers, but there was just not such an entry in the chapter of Western regions in Houhan Shu. That is what I mean. Nor this kind of entry on Kangju.
you can only find the mention of Kangju and Kucha in other biography of other famous general or so. Yeah, so it is an interesting phenomenon that I will go back next week. Yeah, I think it's and thank you. Okay, have we finished for now? Yes. Okay. Are there questions? Maybe we can postpone the questions to next week. So next week you finish on that and you treat the 5 petty kingdoms. Yes. Okay. Well, but not too much. So the location of the Protectorate General with your star Yes. is near Aksu, isn't it? What is No. Aksu is here. Okay. So what does it? Karashar. Yeah, okay, it's near Karashar. No, it's Montague. Karashar is here. Not far from Karashar. Between. Yeah, but somehow supposed to be near the ancient river. Is it to be irrigated? And we have some colonial Okay. cultivation. Yeah. Was it sometimes at Aksu or never? Excuse me? The seat of the Protector General was never at Aksu. Okay. Because sometimes it's mixed in this. I have a question. Why your colleague is saying that it is Dandan Wilik? Hi, not my colleague, but a very important scholar in Waseda University. He was the supervisor of Arakawa Sensei, Masaharu Sensei. I will present that in your seminar. Okay. An important scholar Very can important. make mistakes. He has his reason. The problem I see, Yeah. perhaps Etienne too, is that Dandan Wilik archaeologically is really an extension of Khotan. And we have these very important sites to the east, Nia, which actually politically is not extremely clear. It could have been part of, sometimes it seems to be attached to Khotan, sometimes it seems to be attached more to the east. We have these Nia sites, we have Ndere, so why exclude them? You want to discuss this next? So That's you are my welcome. question. You are our My question is about because that's important, the criteria. Why did he, Dandan Wilik, of course, is very famous in archaeological literature after Orelstein. But now from the other missions, including Corinne Francfort, we realize how important were these sites more to the east. So maybe there would be an alternative to Dandan Wilik. I don't mean he's wrong necessarily, but this alternative could perhaps be considered. Of course, any archaeological data are very welcome, but first, if I have to explain this kind of problem, we have to first read about a statement, about their complicated interaction between these bigger and little, smaller Oasis states, okay? So there's a very interesting history between the Dandan Wilik and Khotan Kucha, but I have no time to explain here this week, so just be, yeah, thank you.